exige, vous demande un apport pour payer les frais de notaire. Donc pour éviter ça, le fait de prévoir les frais dans le prix, la banque ne peut pas vous exiger un apport pour les frais de notaire puisqu'ils ne sont pas à votre charge. D'accord ? Voilà, c'est le principe. L'autre avantage de l'acte en main, c'est au niveau de vos déductions, déclarations fiscales, c'est que forcément, vu que votre prêt sera supérieur à la valeur vénale du bien, vous allez pouvoir déduire en charge financière quand vous êtes en déficit foncier, forcément un petit peu plus, puisque vous allez déduire plus d'intérêts. D'accord ? Et si c'est du LMNP, au niveau de l'amortissement, comme vous amortissez en fonction, en fonction du prix de vente, bah forcément, comme le prix est plus élevé puisqu'on y a inclus les frais d'acte, l'amortissement sera plus important. Donc voilà, ça ce sont les principes. Est-ce que vous avez des questions sur l'acte en main ? Ouais. Il y a des questions, c'est moi qui fais le test ce soir, donc c'est moi qui passe le micro. C'était le cas sur le calcul de la plus-value. Où il y a eu un débat entre le notaire vendeur et le notaire de l'acquéreur sur le calcul de la plus-value. Est-ce que ça change quelque chose pour le vendeur ? Alors, c'est une charge diminutive du prix, ce qui veut dire que quand on va calculer la plus-value, donc on va prendre son prix, effectivement, mais en déduction, on peut déduire donc la commission de l'agence, si elle est à la charge du vendeur, et les frais d'achat. Donc, il n'y a aucun impact pour le vendeur au niveau de la plus-value, puisqu'on le déduit. Il paye, donc on le déduit. Donc, pas de plus-value là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait noter sur l'acte en main ? Parce qu'il y a des notaires qui ne connaissent pas, enfin, soit qui ne connaissent pas, soit qui ne veulent pas faire, et, ou qui rédigent mal. Alors qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qui est marqué en fait dans l'acte en main ? Alors, donc déjà préciser prix acte en main avec le prix comprenant donc les frais. Préciser que les frais, donc les frais d'acte, accessoires, etc. sont à la charge du vendeur. Et à partir de ce moment-là, c'est clair. Et quand dans votre compromis, vous avez votre coût global d'acquisition avec votre financement, on détaille, on fait prix, plus normalement les frais d'achat, plus éventuellement négociation. Comme c'est un acte en main, vous allez avoir juste dans votre tableau le prix, et donc ce qui correspond à votre coût global d'acquisition, puisqu'on n'aura rien d'autre à ajouter, puisque les frais sont dans le prix. Voilà, mais juste préciser que les frais, enfin, la phrase vraiment qu'il faut indiquer, c'est que les frais sont à la charge du vendeur. Voilà. Il n'y a pas une formulation Non, c'est suffisant. Oui. Moi, j'ai une question au niveau fiscalité. Est-ce qu'on peut mettre les frais de paiement en charge? Qui parle? Micro-geste. Là, c'est bon. Niveau fiscalité, je voulais savoir si les frais de notaire, vous pouvez les mettre en charge ou c'est automatiquement en amortissement. Alors, quand vous faites du déficit foncier, vous ne pouvez pas déduire les frais de notaire. Oui. D'accord? Donc, l'amortissement, c'est si vous faites du LMNP. Mais en fait, comme les frais sont déjà inclus dans le prix, vous amortissez votre prix. Vous ne pourrez pas amortir en plus des frais puisqu'ils sont inclus dans le prix. C'est pas vous qui les avez payés. Donc, vous ne pouvez pas les amortir en plus, mais indirectement, vous les avez amortis puisque vous les avez mis dans le prix. D'accord, parce qu'en fait, j'ai déjà un bien en LMNP et j'ai fait le choix, on a le choix au début au niveau des frais de notaire, soit de les mettre en charge ou en amortissement. Et c'est un choix irrévocable, on ne peut pas ensuite changer. Donc moi, je l'ai mis en charge. Et si je fais un acte en main sur un autre bien, comment ça se passe? Et que je veux le mettre en charge. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas le mettre en charge puisqu'on ne va pas considérer que c'est vous qui les avez payés. Donc vous ne pouvez pas. C'est pas vous on considère que ce n'est pas vous qui les avez payés, donc vous ne pouvez pas les mettre en charge. Merci. Quels sont les points négatifs pour un acquéreur de faire des actes en main? Alors, le point négatif. Alors, forcément, ça va vous coûter un petit peu plus cher le fait de faire un acte en main, puisque les calculs des frais, en tout cas pour les émoluments du notaire, on va prendre en compte le prix avec les frais.
Il y a un calcul en dedans, mais forcément, ça va vous coûter peut-être, en fonction du prix, hein, une centaine d'euros supplémentaires. Il n'y a que ce point négatif. Voilà. On a tendance que les droits de mutation, ils sont déduits en fait pour le calcul des frais. Ils sont pas pris en compte. C'est une charge diminutive du prix. Donc pour les droits de mutation, on ne prend pas en compte l'acte en main. On prend vraiment que la valeur vénale. Si. Par contre, ça c'est pris en compte. C'est taxé. Il y avait une question. En tant qu'acheteur, quand je vais voir la banque, avec un acte en main, elle va me demander est-ce qu'il finance ou pas les frais notaires. Le but, c'est de ne pas les financer. Qu'est-ce que je dois lui dire? Oui ou non? Si je lui dis oui, elle ne va pas comprendre forcément l'acte en main. Vous devez... Oui, on va les avancer. Mais non, vous devez lui répondre, mais madame, ou monsieur le directeur de l'agence, je ne paye pas les frais d'acte. Donc comment vous voulez les financer? Enfin, vous ne pouvez pas dire que vous allez les prendre à votre charge, puisque c'est pas vous qui les payez. On considère que c'est supporté par le vendeur. Donc c'est dans le prix, comme une commission agence en fait. C'est le même principe. Ouais, ça, mais les banques, elles ne connaissent pas. Et, En pratique, ouais. Elles appellent le notaire. Ouais, mais tu ne veux pas le notaire leur dire que... Ouais, mais après, vous allez divulguer des C'est pas vrai. Non. Monsieur Pompé, je suis pas d'accord là. À partir du moment, on considère que c'est pas vous qui les payez, donc vous pouvez pas dire que vous allez avancer ou financer les frais de notaire. Mais pour la banque, ça change strictement rien. Elle financera le fiat en main, peu importe ce qu'il arrive. On nous dise oui ou non. Oui, mais il peut avoir un impact au niveau du taux et surtout au niveau du TEG. Parce que s'ils partent du principe qu'ils ne comprennent pas que c'est un acte en main, donc je dis n'importe quoi, prix 150 000 €, acte en main, d'accord? Mais au niveau du montage financier, ils ne comprennent pas que c'est un acte en main et puis ils vous rajoutent des frais d'acte. Donc 150 plus 7%, 8%, bon bref, je sais pas, 15 000 €, je dis au pif, d'accord? Donc au niveau du coût global de l'acquisition, ils vont considérer que c'est 165 000 €, d'accord? Ils vont vous financer 150. Donc au niveau du TEG, en fait le TEG, donc on est obligé de mentionner le TEG dans tous les actes de prêt. Il y a une conséquence, il y a une responsabilité au niveau de la banque et au niveau du notaire. Donc si le TEG est faux, ça engage la responsabilité de la banque et du notaire, surtout lorsqu'il est en votre défaveur. Voilà. Donc c'est pour ça que si le coût global c'est 150, c'est 150. On ne peut pas dire à la banque c'est 165 en disant moi j'apporte les 15 000. Après nous on est prêt à payer un peu plus. On est prêt à ce que au final, comme vous dites, le taux va être supérieur. Et nous, on est prêt à payer un peu plus pour faire croire à la banque qu'on apporte de l'argent. Oui, mais il faut être conforme. C'est-à-dire que le plan de financement, il doit être conforme à l'acte. Donc, si on voit le niveau du prêt, après, moi c'est toujours ce que j'ai dit, si c'est un prêt sous seing privé, moi ça m'est égal, ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas le notaire. Mais à partir du moment où c'est un prêt hypothécaire, on est obligé d'être conforme, puisqu'en fait on est notaire de l'acquéreur, mais on doit aussi faire attention donc, au niveau de la banque, puisque c'est nous qui allons prendre sa garantie. Et donc s'il y a un problème, c'est de la responsabilité du notaire, à partir du moment où c'est un prêt hypothécaire. Et donc ce qu'on met dans l'acte doit être conforme à ce qui est dans l'acte de prêt en fait. Il ne peut pas avoir d'anomalie, il faut que ce soit pareil. C'est pour ça. Vu que c'est un prêt hypothécaire, si on ne paye pas, la banque récupère le bien. Donc pourquoi se couvrir alors que la banque elle se couvre déjà? Oui, alors elle récupère le bien, d'accord. Sauf que, imaginons, le sinistre il arrive, je sais pas moi, 1 an après l'achat. C'est un acte en main. Donc déjà, ça veut dire que la valeur du bien, il a été gonflé. C'est pas forcément la valeur vénale du bien. Donc ça va être une vente aux enchères. On ne s'est pas dit que la banque, elle récupère la totalité du montant du prêt qui reste à rembourser. Donc contre qui elle va se retourner? Contre le notaire. On voit une faille dans l'acte, ce sera la faute du notaire. C'est pas dit que la banque, elle récupère ses billes avec une vente aux enchères. Elle va essayer de récupérer un maximum, mais ça ne veut pas dire qu'elle récupère la totalité du montant qu'elle a financé. Non, mais ce qu'elle veut, c'est essuyer les pots cassés, c'est pas récupérer forcément toute la somme. Non, elle veut récupérer la totalité de la somme, en fonction de ce qu'elle a financé. Après, les frais, de toute façon,
ne peut pas les récupérer. Donc elle va essayer de récupérer un maximum. Oui, elle va essayer de récupérer un maximum, mais si elle ne récupère pas la totalité, elle cherchera toujours à trouver un fautif. Toujours pareil, elle essaie toujours de trouver un fautif, non? Voilà, bah c'est le notaire. Non, mais dans le cas où il y a pas une garantie réelle, elle se tourne vers qui? Est-ce que, Elle se tourne vers qui? si c'est pas une garantie réelle, c'est la caution professionnelle, d'accord? La caution professionnelle paye, et après la caution, elle se retourne contre l'emprunteur. Et le notaire, comme il n'est pas intervenu en fait dans le contrat de prêt, on ne pourra pas le reprocher au notaire. Alors que la garantie hypothécaire, c'est le notaire en fait qui prend la garantie et qui doit assurer la banque que tout est OK et qu'il n'y aura aucun problème pour sa prise de garantie et récupérer ses billes si effectivement il y a un problème. D'accord, il y a déjà eu des jurisprudences pour ça? Pas à ma connaissance, mais en même temps je ne suis pas en train de regarder la jurisprudence tous les jours. Et après l'acte en main, c'est pas non plus ce qui est plus commun, mais J'ai une question. Pourquoi est-ce que la banque se retournerait contre le notaire? Puisque dans l'acte en main, c'est mentionné, effectivement, la petite phrase qui dit que les frais sont à la charge du vendeur. Donc s'il y a une erreur, c'est plutôt la banque c'est au niveau de la banque qu'il y a une défaillance. non. En fait, oui, c'est à la charge du vendeur, sauf que quand vous faites votre montage financier, si on précise dans le prêt que les frais d'acte sont à la charge de l'emprunteur qui verse un apport, il y a forcément un impact sur le calcul du TEG en fait, puisqu'on va regarder quelle est la charge réelle pour l'emprunteur. Et il y a des règles où en fait on doit impérativement dire quelle est la charge réelle de l'emprunteur et le déterminer avec un pourcentage. Et il ne doit pas avoir d'erreur par rapport à ce pourcentage. C'est du droit de la consommation, droit du prêt, ce que vous voulez, mais c'est lié à ça en fait. Et la banque, elle est persuadée que vous allez verser quelque chose chez le notaire, et le notaire ne recevra pas un centime de votre part à part le montant du prêt. Donc en fait, on est en train de dire que vous versez quelque chose, qu'en réalité, on n'aura jamais. C'est pas possible. Oui, mais du coup, on peut les verser et les récupérer après. C'est vrai. Là, vous les avez eus. C'est vrai ou pas? Non. Ça, c'est quand c'est un dépôt de garantie. Quand on a un trop perçu, oui, mais c'est par rapport à le montage financier. Ça marche avec un dépôt de garantie. C'est-à-dire que vous avancez quelque chose en compromis de vente, une promesse de vente, peu importe, et la banque, effectivement, vous finance la totalité. Donc, elle nous débloque la totalité du prêt. Donc là, effectivement, si on a un trop perçu, on le rend. Mais si dans le montage du prêt, je prends le même exemple, 150 000 €, d'accord? La banque, dans son montage, elle considère que vous versez donc 15 000 € de frais d'acte, enfin les frais d'acte, d'accord? Sauf qu'on a un acte en main. Donc moi, quand je fais mon décompte, donc j'ai 150 000 €, j'ai mon prêt qui est de 150 000 €, égale 0 à réclamer au client. Alors que là, la banque, elle croit que je suis censée vous réclamer 15 000 €. Je ne vais pas vous faire semblant de vous réclamer 15 000 € alors que je sais pertinemment que c'est un acte en main et que les frais sont dus par le vendeur, donc je ne vais pas vous réclamer les frais. Et du coup, quand le montage il est fait comme ça, et qu'on a renvoyé l'offre, et qu'on doit signer l'acte authentique, ça se passe comment? Alors, quand c'est comme ça, nous on dit juste notaire, on dit à la banque, alors attention, c'est un acte en main, donc on ne réclame pas de frais d'acte au client. Et après, si la banque, elle nous dit ok, on a bien compris que l'acquéreur ne versera pas d'apport, moi ça me pose pas de problème. On redemande juste de recalculer le TEG et c'est bon. De recalculer le TEG? Ouais. Mais il faut signer des papiers après pour ça. Non, sur ça après c'est le TEG, il nous précise un nouveau montant et nous on le met dans l'acte d'achat ou on a l'acte de prêt. Ah d'accord. Okay. Oui, en fait, il faut que la banque elle soit d'accord pour... Et si elle n'est pas, on ne peut pas bloquer une vente, sachant qu'elle a donné son accord pour... Oui, mais le montage, c'est que le dossier a été mal monté, il est erroné, c'est pas conforme. Mais c'est de sa faute. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas la mienne, hein. Mais bah oui, mais... ses charges vendeurs et elle met en apport les frais. Bah c'est de sa faute. Oui, mais vous, quand vous avez reçu votre offre en la lisant, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc il faut, au moment où vous allez signer votre demande de crédit, vous avez le total. Donc là, il faut dire, je suis désolée, il y a une erreur, c'est pas comme ça.
il faut refaire. Parce que vous avez quand même, donc, même si ça passe à la trappe à ce moment-là, vous recevez votre offre, vous avez 10 jours pour la lire, la relire avant de la retourner signer. Donc vous êtes censé la lire et voir s'il y a une anomalie. Et donc normalement, si c'est bien anticipé, au moment où vous avez signé votre demande de crédit, vous avez le montage. Et il a encore temps de modifier. Après, le fait de dire qu'il y a un apport, effectivement, vous allez certainement avoir un taux d'intérêt plus intéressant. Pas du tout. Mon taux, c'est le même. Bah, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'il y a des banques qui ne financent pas les frais de notaire. Mais on leur demande pas de les financer, vu que c'est un acte en main, Oui, justement. mais les banques, elles ne comprennent pas comme ça. Si elles appellent le notaire qui leur explique, ça finit par passer. Hein. Ah, mais elle va dire non du tout. Faut changer de conseiller, c'est qu'il ne s'y connaît pas tant que ça en montage financier. Au-delà des frais de notaire, les banques demandent un minimum d'apport. Donc, c'est pas les frais de notaire ou autre. Si on lui dit qu'il n'y a pas d'apport, il y a des banques qui n'aiment pas. Pourquoi on leur dit qu'on apporte au moins les C'est en fonction de votre capacité d'endettement. Quand elles demandent un apport, c'est juste qu'elles considèrent qu'elles veulent financer que le prix et pas les frais. Je suis pas complètement d'accord avec vous parce que tout à l'heure vous avez donné une explication de la raison pour laquelle les banques n'aiment pas financer les frais de notaire. C'est parce que si la banque finance les frais de notaire, elle estime qu'elle finance plus que la valeur du bien. Donc le jour où elle va devoir revendre le bien aux enchères, elle est sûre qu'elle va avoir une perte sur les frais de notaire. Déjà, elle est quasiment certaine qu'elle va faire une perte sur la valeur intrinsèque du bien. Mais si en plus elle finance les frais de notaire, elle est quasiment certaine à 1000% qu'elle ne va pas les récupérer. Donc c'est pour cette raison-là, c'est la raison principale pour laquelle les banques ne veulent pas financer les frais de notaire. Donc que ce soit nous qui leur expliquions ou que ce soit un notaire qui l'explique, c'est pas, ça n'y a rien. Mais ça dépend de la banque en fait. C'est vraiment une question de réseau bancaire en fait. Après, il y a une question de conseiller, Oui. effectivement. Des fois, vous avez des conseillers qui ne connaissent pas et donc vous n'êtes pas sur le bon conseiller, mais il faut changer. Et après, des fois, c'est vraiment une raison de politique d'engagement d'une banque. Mais vous avez des banques qui financent de l'acte en main, il n'y a pas de discussion là-dessus. Tout comme il y a des banques qui financent à 110% hein, sans acte en main. On n'a pas dit non. Après, effectivement, il faut avoir du réseau, il faut connaître des gens qui, effectivement, en connaissance de cause, prennent ont le pouvoir de dire on vous suit avec les frais de notaire, tout simplement. Mais de manière globale, c'est pas vraiment ce qui se passe dans la pratique. La plupart du temps, effectivement, les politiques des banques, c'est de refuser de financer à 110%, en clair, le prix plus les frais. C'est pourquoi il faut passer par l'acte en main pour éviter que la banque vous réclame effectivement un apport pour payer les frais. Et c'est ce moyen-là qui est trouvé pour passer outre, en fait. C'est juste c'est vraiment une question de politique bancaire où ils ont des cases, ils ont un formulaire type et puis ils doivent cocher les cases. Et à partir du moment où il y a des frais de notaire à payer, oui, effectivement, ils vont demander à ce que ces frais, en général, soient payés par l'emprunteur, avec un apport. Mais s'il n'y a pas de frais, et à partir du moment où votre capacité d'endettement permet bien évidemment de financer avec un prêt le prix acte en main, ça passe. Mais après, j'ai conscience que certaines banques, certains banquiers ne connaissent pas et il faut leur expliquer. J'ai déjà eu souvent les cas. Mais une fois que c'est expliqué, ça passe. Donc justement, l'intérêt, alors moi ce que j'avais compris, l'intérêt justement de l'acte en main, c'était de faciliter le financement des frais de notaire. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des banques, alors on a parlé de réseaux, de conseillers, réseaux bancaires, mais il y a des choses qui sont au bout d'un moment qui sont immuables. On peut faire 20 banques, 50 banques, on peut tomber sur 50 conseillers qui ont des directives à prendre en compte et que si on prend le temps de leur expliquer que dans l'acte en main, c'est le vendeur en réalité qui prend en charge les frais de notaire puisque c'est intégré dans le prêt, ils considèrent en réalité que les frais de notaire, en fait, on les a un petit peu traficotés d'une certaine manière. Donc dans ce cas-là, ils refusent de nous les financer. Donc on revient systématiquement au même stade dans ce cas-là. C'était ça en fait qui est le blocage. Oui, mais dans ce cas-là, il devrait bloquer également pour tout ce qui est commission agence, c'est exactement le même principe. Politique. En fait, c'est lié à l'évaluation du bien. Chaque banque a un logiciel en interne dans lequel elle a une valeur de bien constatée. Si jamais votre bien il est au-dessus de la valeur, par défaut, elle ne vous suivra pas en fait. Non, mais ici, on n'achète jamais au-dessus du bien. On est totalement, systématiquement en dessous.
Et par expérience, les biens que moi sur lesquels, et beaucoup ici, on s'est positionné toujours sur des biens qui étaient en dessous du prix du marché, ça passe pas. c'est pas un argument suffisant en fait. On peut même l'acheter 50%, ce ne sera pas l'argument suffisant. Que ce soit un bien, moi je peux, voilà, on pourra en discuter tout à l'heure, sur un bien qui était à pratiquement moins 60%, la banque s'en fichait. Elle voulait que j'apporte les frais de notaire puisque je lui avais expliqué que dans l'acte en main, eh ben, il y avait les frais de vendeur. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, on revient au même ça. Il faut changer de banque. Quelle banque? On va en faire combien? On a 60 jours pour trouver un financement. On va pas faire les banques de la terre entière. Mais là, justement, le but, c'est le réseautage. Il y a certainement ici des personnes qui ont l'habitude de faire financer avec des actes en main. Et j'en connais, ici, dans le cercle. Donc, D'autres questions? Les différents d'amortissement? Oui. Je veux savoir, ça n'a rien à voir avec l'acte en main. C'est concernant les très perçus. Est-ce que vous avez pour obligation de rendre le trop perçu ou vous pouvez le garder? Le rendre à l'avance, tu veux dire? Non, le rendre à l'acquéreur. Le trop perçu? Ouais. Ah bah oui, on le rend à l'acquéreur, maintenant on ne peut pas la payer pas nous, donc on le rend à l'acquéreur. Ah, parce que des fois. Il y a des oublis? C'est des gros oublis. Il y avait une dernière question. Avec des renvois. Parfois, lorsqu'on achète un appartement, un bien, on tombe sur un vendeur qui a son notaire à lui, et parfois le notaire en face ne connaît pas l'acte en main. Et parfois le notaire en face ne connaît pas l'acte en main, forcément les choses. Comment est-ce que il faut laisser gérer le notaire acquéreur, faire la relation avec le vendeur. Et il faut que ce soit le notaire acquéreur qui explique au notaire vendeur le pourquoi du comment et c'est même pas au notaire en fait de décider, c'est le libre arbitre des clients, c'est-à-dire que moi notaire, moi je valide l'acte en main, c'est pas le problème, mais effectivement il y a des notaires qui connaissent pas, donc ils sont tout de suite braqués, ils ont l'impression qu'on est en train de léser leur vendeur, alors que j'ai beau expliquer que mais non, on a gonflé le prix exprès, donc votre client il a son net vendeur, arrêtez de me casser la tête avec ça quoi. Et on doit expliquer, donc le notaire vendeur doit expliquer au vendeur. Et après, c'est au vendeur de choisir. Après, effectivement, il faut quand même être pédagogue. Et malheureusement, on peut avoir des notaires vendeurs qui ne vont pas savoir l'expliquer correctement avec pédagogie au vendeur, et donc ça va faire peur. Et ça, après, on n'y peut rien. Ça dépend du notaire qu'on a en face et sa façon d'expliquer l'acte en main au vendeur. Voilà. Il y a un service des notaires qui s'appelle le Tridon. Oui. Est-ce qu'il doit expliquer ce genre de choses en termes de documentation En fait, le Tridon, c'est juste si on a un problème juridique, une question. On peut leur poser l'histoire de l'acte en main. Moi, j'avais une question. L'acte en main, au Tridon, on ne peut pas juste lui demander est-ce qu'on peut faire des actes en main. Moi, j'ai envie de juste vous dire, le code civil nous l'autorise, on n'a pas besoin du Tridon pour ça, et si un notaire a besoin du Tridon pour ça, ça me fait peur. Déjà. Donc, comment? Les notaires qui se braquent, qui veulent pas en entendre parler. Ouais, mais ils se braquent, mais après, on insiste, mais après, soit vous, en tant qu'acquéreur, vous essayez d'expliquer de votre côté à votre vendeur en disant clairement, votre notaire est buté, je vous montre A plus B que c'est possible, et puis il change de notaire s'il veut changer de notaire. Mais nous, en tant que notaire acquéreur, si on vous représente pour l'acte en main, si on a le notaire du vendeur en face qui s'y oppose, on n'y peut rien. Alors après, la seule faille moi, que je trouve, c'est dès l'offre d'achat, quand vous faites votre proposition d'achat, vous le marquez. Vous dites tout de suite que c'est un acte en main. Et moi, je pars du principe que si le vendeur accepte votre proposition d'achat, dans laquelle il était déjà précisé que c'était un acte en main, il est tenu par les conditions qui ont été proposées. Par contre, ce qui est difficile à faire accepter à un vendeur et au notaire, c'est
vous faites votre proposition classique, normale, et derrière, on va leur dire, au fait, on aimerait bien un acte en main. Et là, ça peut braquer les gens. Et donc, si dans votre proposition d'achat, c'est marqué, et donc c'est accepté par le vendeur, moi, après, juridiquement, si on a un notaire qui se braque, je vais dire, mais je suis désolée, cher confrère, mais votre client, il a accepté alors la proposition d'achat, et il est tenu par la proposition. Et dans ce cas-là, il faut que ce soit indiqué tout de suite dans la proposition d'achat. C'est le moyen que je vois. Dans le compromis, si on fait un compromis, une proposition d'achat, on met quel montant? Le montant que le vendeur attend, le montant que vous gonflez des... Soit vous marquez que vous proposez donc le prix net vendeur du client, mais en précisant que vous souhaitez un acte en main et que du coup on y ajoutera le montant des frais pour que ce soit un acte en main. Soit avant de faire votre proposition, vous appelez le notaire pour qu'il vous le calcule et là vous faites votre package dans votre proposition d'achat avec le prix total dedans, en précisant quand même les frais d'acte dedans pour que votre vendeur, quand il lit votre proposition, il sache quel est son net, parce que sinon il ne va pas l'accepter, il va se dire c'est quoi cette arnaque, je ne sais pas combien je récupère. Oui madame. Tout à l'heure vous disiez, je n'ai peut-être pas bien entendu qu'il y avait une différence de l'ordre de 100 € entre... En fonction du prix, ça peut être une centaine d'euros. Voilà. Mais par contre, quand il y a des frais d'agence, oui. Les droits de mutation, c'est-à-dire qu'il y a une recette sur les frais selon soit la charge acheteur Non, parce qu'en fait, les droits de mutation, ils sont calculés sur la valeur vénale du bien sans les frais. C'est une charge diminutive du prix, en fait, pour calculer les taxes. Parce qu'en fait, on nous demande systématiquement, quand je suis agent immobilier, on nous demande systématiquement des mandats à charge acquéreur. Dans ce cas-là, du coup, il faut, quand vous faites, alors après ça dépend parce que maintenant vous ne pouvez plus basculer, vous êtes sur un mandat vente. Il est difficile aujourd'hui de passer sur un mandat de recherche. C'est pour ça que en fait, des mandats de vente, oui. coche la case charge acquéreur. Pour permettre aux acquéreurs de payer moins cher. Oui. De bien payer sur le prix. Mais si finalement on... Sauf que le risque, c'est si vous tombez sur un acquéreur qui a besoin d'un financement plus important, qui n'a pas trop d'apport, le fait d'avoir mis commission charge acquéreur, vous allez vous retrouver avec une banque qui va demander un apport pour cette commission charge acquéreur. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est un avenant au mandat de vente. Le mandat, vous pouvez faire un avenant au mandat. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est sortir comme ça un mandat de recherche. C'est juste que vous changez votre mandat de vente. C'est différent. C'est pas un mandat de recherche, c'est juste que dans le mandat de vente, vous le changez en disant que c'est une commission, du coup, charge vendeur. Ça, c'est possible. La somme qui reste après les frais de notaire, le montant justement qui reste pour payer les frais, qui revient à l'acquéreur s'il a payé les frais de notaire, est-ce qu'avec un acte en main, ils reviennent au vendeur, c'est ça? Bah oui, du coup c'est charge vendeur, mais quand c'est un acte en main, enfin, de toute façon on essaye vraiment du coup d'être au plus proche de la réalité pour éviter que vous en tant qu'acquéreur vous ayez payé une somme plus importante. Voilà. L'idée, même si vous passez par une agence qui peut faire des actes en main, de confirmer avec le notaire quel est le montant des frais. D'autres questions? J'ai une question, mais c'est pas en rapport avec l'acte en main. C'est en cas de revente, si on a pris un organisme de caution, qui logement, quelqu'un à sa famille, etc. Une fois qu'on a reçu la somme, est-ce qu'il y a une obligation légale de déclarer à la vente? Oui, parce que dans votre ordre de prêt, vous vous engagez à rembourser la banque si vous vendez le bien. Vous vous engagez quand vous signez votre contrat de prêt, en fait. Est-ce qu'on peut considérer que c'est comme une sorte d'abusif? Si je fais par exemple le parallèle avec un crédit auto, on fait un crédit sur 5 ans, et pour 2 ans, on souhaite revendre ce véhicule, il n'y a pas une obligation de rembourser après à la banque. C'est faisable pour les Non. Non, parce que l'objet du crédit, c'était l'achat de tel bien immobilier.
Et donc s'il n'y a plus ce bien-là dans votre patrimoine, le risque c'est une perte de garantie pour la banque. Imaginez vous dilapidez, je sais pas, vous vendez 150 000 €, vous vendez et puis vous dilapidez, vous ne payez plus le crédit, la banque elle n'a plus rien, elle n'a plus de garantie, elle ne peut rien saisir dans votre patrimoine si vous avez tout dépensé. Donc c'est à moi de déclarer après au banquier c'est à moi de faire la démarche. Oui, c'est à vous de faire la démarche. Non, parce que justement c'est sous seing privé, donc on ne prête pas notre concours, c'est pas notre responsabilité, c'est à vous de le faire. Donc après, tant que vous ne faites pas prendre, la banque ne dira rien, vous continuez de payer votre crédit, mais si elle le découvre, là par contre c'est une cause de déchéance du prêt. Oui. Est-ce que faire inclure les frais des garanties hypothécaires, est-ce que... Est-ce que faire inclure les frais de garantie hypothécaire rentre dans l'acte en main? Si oui, est-ce que ça marche dans tous les cas? Alors, le problème d'inclure les frais de garantie, sur le principe, j'ai envie de vous dire oui, c'est possible, si on était sûr que la banque prend comme garantie une garantie hypothécaire. Voilà, mais non, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas être à 100% sûr. Ça fait partie de nos conditions, on choisit les banques qui permettent de faire ça. La garantie hypothécaire. Après, ce qui se passe, c'est que pour calculer les frais, tout dépend du montant qui va être demandé. Et entre le moment où vous signez le compromis et le montage financier réel, vous verrez que ce n'est jamais au centime près exactement la même chose. Oui. Et donc du coup, le montant des frais est faussé. Et donc si on l'inclut dans le prix, on va avoir un petit problème de déblocage, parce qu'on va dire que c'est supporté par le vendeur, mais c'est pas censé être son problème si finalement le montant des frais de garantie est supérieur, parce que finalement vous avez décidé d'inclure dans votre enveloppe des montants de travaux. Donc du coup, le montant des frais de garantie sera plus élevé. Et en théorie, à partir du moment où on dit que c'est charge vendeur, c'est que c'est censé être le vendeur qui est censé payer la totalité des frais. Oui. Alors que vous avez changé votre montage par rapport à ce qui est indiqué dans le compromis. Et ça, c'est compliqué. Et donc on va avoir beaucoup de notaires vendeurs qui vont refuser. Et notaire acquéreur, on va se dire oui, mais si vous changez votre montage, ça va être le bazar, quoi. Et sans être garanti que ce soit une garantie hypothécaire. Ouais, ça va être à éviter. Moi j'avais une question. Moi j'avais juste une question d'investisseur. C'était lorsqu'on investit en couple, en fait, quel est le meilleur statut en indivision, si on est pacsé, marié, pour avoir l'investissement le plus optimal et pour pouvoir sortir au cas où il y a un souci avec l'un des deux. Alors, si l'idée c'est de pouvoir sortir en cas de mésentente, etc., c'est sûr qu'il faut bannir l'indivision. Parce que le problème de l'indivision, c'est que pour sortir de cette indivision, s'il n'y en a pas un qui est propriétaire à plus de 70% du bien, il faut l'unanimité pour vendre. D'accord ? Et si vous n'êtes pas d'accord pour la vente, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'un, et comme on n'est pas obligé de rester dans l'indivision, il faut saisir le juge qui va provoquer le partage et mettre en vente, vente aux enchères le bien. Donc l'indivision, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est à bannir, à déconseiller. Si on part dans cette optique-là, de se dire, voilà, moi je veux sortir en cas de problème. Donc pour éviter ça, pour éviter l'indivision, on va vous faire une SCI. D'accord. Voilà. Pas forcément, oui. Ouais. Après, l'idée, si vous êtes en indivision, vous voulez acheter avec votre conjoint et que l'idée c'est de protéger le conjoint, là par contre, il faut bannir le concubinage. Et le top du top, c'est le mariage, qui protégera au maximum le conjoint, mais donc sinon il y a l'étape PAX, avec un testament pour protéger le conjoint, le partenaire de PAX. Je vous entends pas. Vous m'entendez? Oui, quand on veut faire plusieurs investissements, vaut mieux commencer à faire solo ou être en couple? Alors là, c'est plutôt du domaine du banquier, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi de votre capacité d'endettement. À deux,
vous pourrez acheter plus facilement que tout seul. Là, c'est même pas de mon ressort. Donc après, tout seul, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous préférez être solo, pas vous associer, pas avoir quelqu'un dans les pattes, oui, c'est sûr, c'est seul, mais après, est-ce qu'au niveau du financement, ça va passer? Là, c'est vraiment un choix personnel. Ok, merci. J'avais une question en fait concernant les plus-values en fait, ou un bien qui était, admettons, exploité en LMNP pendant X années dont on a bénéficié des amortissements. Et par la suite, on revend le bien. Est-ce que les amortissements sont calculés dans la plus-value en fait de ces biens? Alors, tout dépend si vous vendez en tant que particulier. Voilà, Monsieur X vend, donc ce sera la plus-value des particuliers, donc on ne prendra pas en compte les amortissements. D'accord. Voilà. C'est différent si effectivement vous achetez, si vous revendez en SCI à l'IS, où là, effectivement, c'est plus la plus-value des particuliers. D'accord, merci. C'est bon? Une question? Merci beaucoup, maître Sylvain. On enchaîne? On va enchaîner rapidement. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas leur collier, qui viennent devant, s'il vous plaît. Pour payer l'entrée. Et surtout pour payer aussi tout ce que les gens sont en train de